Socrate. Qu'est-ce, en fait, que l'amour du gain? Quelle peut bien en être la nature? Et quels sont les gens avides de gagner? L'ami. À mon avis, ce sont ceux qui considèrent qu'il y a de quoi gagner à des choses qui ne méritent aucune considération. Socrate. Mais à ton avis, est-ce en se rendant compte que ces choses ne méritent aucune considération, ou bien en l'ignorant? S'ils l'ignorent, en effet, déraisonnables sont, à t'entendre, les hommes avides de gagner. L'ami. Non, d'après moi, ils ne sont pas déraisonnables. Ce sont plutôt d'industrieux coquins, que domine l'appât du gain, et qui, tout en se rendant compte que les choses desquelles ils ont l'audace de tirer leur gain ne méritent aucune considération, ont néanmoins, en raison de leur impudence, l'audace d'être avides de les gagner. Socrate. Veux-tu donc dire que l'homme avide de gagner serait tel qu'un cultivateur qui, s'occupant à planter et se rendant compte que son plan ne mérite aucune considération, considérerait qu'il y a de quoi gagner à ce plan, une fois qu'il l'aura cultivé? Est-ce de la sorte que tu conçois notre homme? L'ami. Quand du moins on est avide de gagner, c'est de tout qu'on s'imagine avoir obligation de tirer un gain. Socrate. Ne me parle pas de cette façon, à l'aventure, comme si l'on t'avait fait quelque offense. Mais réponds-moi en me prêtant attention, comme si du début je reprenais ma question. N'accordes-tu pas que l'homme avide de gagner sait quelle considération mérite la chose de laquelle il considère qu'il y a un gain à tirer? L'ami. Je te l'accorde. Socrate. Or, quel est l'homme qui sait quel est le mérite des plants? Qui sait quelle est la saison, quel est le terrain où il mérite d'être planté? Il faut bien, nous aussi, que nous fassions quelque place à ces façons savantes de parler, dont s'embellit le langage de ceux qui pratiquent avec dextérité l'art des procès. L'ami. C'est, si je ne me trompe, le cultivateur. Socrate. Or, par considérer qu'il y a de quoi gagner, veux-tu dire autre chose que se figurer qu'on doit obligatoirement faire un gain? L'ami. C'est ce que je veux dire. Socrate. Allons, n'entreprends pas, jeune comme tu es, de m'abuser, moi qui suis déjà vieux, en me répondant tout à l'heure des choses que toi-même tu ne crois pas. Parle-moi plutôt de ta vraie pensée. Se peut-il que tu prennes pour un homme compétent en agriculture quelqu'un qui, tout en se rendant compte que le plan qu'il plante ne mérite aucune considération, s'imagine que de ce plan il retirera un gain? L'ami. Non, par Zeus, ce n'est pas mon cas. Socrate. Mais quoi? Prends-tu pour un homme compétent en matière de cheval celui qui, se rendant compte qu'il donne à son cheval une nourriture qui ne mérite aucune considération, ignore que c'est la perte de son cheval? L'ami. Ce n'est pas mon cas. Socrate. C'est donc qu'il ne s'imagine pas, non, que de cette nourriture qui ne mérite aucune considération, il y ait pour lui quelque chose à gagner? L'ami. Non, il ne se l'imagine pas. Socrate. Mais quoi? Un capitaine de navire qui arme son bateau avec des voiles et un gouvernail, ne méritant aucune considération, crois-tu qu'il ignore qu'il en subira la peine et qu'il courra le risque de se perdre lui-même, et de perdre son bateau avec tout ce qu'il transporte? L'ami. Non, je ne le crois pas. Socrate. C'est donc qu'il ne s'imagine pas, non, que, avec des agrès ne méritant aucune considération, il y ait pour lui quelque chose à gagner? L'ami. Non, en effet. Socrate. Mais, un général qui se rend compte que son armée possède des armes ne méritant aucune considération, imagine-t-il que de ces armes, il y ait pour lui quelque chose à gagner? Et réclame-t-il de gagner? L'ami. Point du tout. Socrate. Mais un flûtiste, dont les flûtes ne valent pas qu'on les considère, ou bien un sitariste pour sa lyre, ou un archer pour son arc, ou d'une façon générale,
n'importe lequel encore des hommes de métier ou du reste des gens sensés, en possession, soit d'instruments qui ne méritent aucunement d'être considérés, soit de tout autre équipement, s'imagineront-ils qu'il en résultera pour eux quelque gain? L'ami. Au moins n'y a-t-il pas apparence? Socrate. Quels sont alors ceux desquels tu peux bien vouloir dire qu'ils sont avides de gain? Au moins ne sont-ce pas en effet, je suppose, ceux que nous avons passés en revue. Gens qui, se rendant compte de l'absence totale de mérite dans les choses, s'imaginent qu'ils doivent obligatoirement y trouver à gagner. Cependant, s'il en est ainsi, mon merveilleux ami, il n'y a pas, à t'entendre, un seul homme qui soit avide de gagner. L'ami. Mais ce que j'ai l'intention de dire, c'est que sont avides de gagner ceux qu'un insatiable désir fait en toute occasion se coller extraordinairement à des objets, ou tout à fait minimes, ou de valeur faible, nuls même, et qui sont avides de les gagner. Socrate. Sans doute n'est-ce pas, mon bel ami, en se rendant compte que ces objets ne valent pas qu'on les considère. C'est en effet chose impossible, nous nous en sommes déjà pleinement convaincus nous-mêmes. L'ami. C'est aussi mon avis. Socrate. Or, si c'est en ne s'en rendant pas compte, il est clair que c'est en l'ignorant, mais en s'imaginant que ces choses dépourvues de toute valeur ont au contraire une valeur considérable. L'ami. Évidemment. Socrate. Mais aiment-ils autre chose que le gain, ceux au moins qui sont avides de gagner? L'ami. Oui, c'est ce qu'ils aiment. Socrate. Or, un gain n'est-il pas selon toi ce dont la perte est le contraire? L'ami. C'est bien mon avis. Socrate. Mais y a-t-il un homme pour qui ce soit un bien d'éprouver une perte? L'ami. Il n'y en a pas. Socrate. N'est-ce pas au contraire un mal? L'ami. Oui. Socrate. C'est donc pour les hommes un dommage d'éprouver une perte. L'ami. C'est pour eux un dommage. Socrate. La perte est donc un mal. L'ami. Oui. Socrate. Or, le gain est le contraire de la perte. L'ami. Son contraire. Socrate. C'est donc un bien que le gain. L'ami. Oui. Socrate. En conséquence, ce sont ceux qui aiment le bien que tu appelles des hommes avides de gagner. L'ami. Cela en a tout l'air. Socrate. Ah, ce ne sont pas des fous, à t'entendre, les gens avides de gagner. Mais toi, à ton tour, aimes-tu ce qui éventuellement est un bien, ou ne l'aimes-tu pas? L'ami. Je l'aime. Socrate. Y a-t-il du bien que tu n'aimes pas, et du mal au contraire que tu aimes? L'ami. Par Zeus, ce n'est point mon cas. Socrate. Au contraire. Toutes les choses bonnes, tu les aimes d'un égal amour? L'ami. Oui. Socrate. À toi de me demander à moi aussi si moi-même je n'en fais pas autant. De fait, je t'accorderai que moi aussi j'aime les choses bonnes. N'es-tu pas d'avis, cependant, que, en plus de toi et de moi, tous les autres hommes, sans exception, aiment les choses bonnes et haïssent les mauvaises? L'ami. Pour moi, c'est évident. Socrate. Or, le gain, nous nous sommes accordés à dire que cela est un bien. L'ami. Oui. Socrate. Tous les hommes, de cette façon, apparaissent à leur tour comme avides de gain, alors que de la façon dont nous parlions auparavant, il n'y en avait aucun qui fût avide de gain. À laquelle donc de ces deux thèses doit-on se ranger, si l'on ne veut pas s'abuser complètement? L'ami. On ne s'abusera pas, j'imagine, si l'on prend comme il faut, Socrate, cette notion de l'homme avide de gain. Or, on se fait de l'homme avide de gain une notion juste quand on le conçoit comme étant celui qui s'applique sérieusement, en considérant qu'il y gagnera,
aux choses desquelles les gens de bien n'osent pas retirer un gain. Socrate. Nous sommes pourtant tombés d'accord tout à l'heure, ô la crème des hommes, que faire un gain, c'est obtenir un avantage. L'ami. Mais à quoi donc cela rime-t-il? Socrate. À ce que, en sus de cela, nous sommes tombés d'accord que tous les hommes souhaitent les choses bonnes, et les souhaitent toujours. L'ami. Oui. Socrate. Mais aussi, à ce que les gens de bien souhaitent de posséder tous les gains, pourvu du moins que ces gains constituent de bonnes choses. L'ami. Et non pas, en tout cas, Socrate, les gains en conséquence desquels ils sont exposés à éprouver un dommage. Socrate. Or, s'exposer à éprouver un dommage, c'est, dis-tu, s'exposer à éprouver une perte? Ou bien est-ce autre chose? L'ami. Non, mais je dis que c'est s'exposer à éprouver une perte. Socrate. Mais est-ce par le gain que les hommes éprouvent une perte, ou bien par la perte? L'ami. Par tous les deux. Quand on éprouve une perte, c'est effectivement du fait que l'on perd, mais aussi de ce que le gain réalisé est un gain malhonnête. Socrate. Cela étant, es-tu d'avis qu'une chose utile et bonne soit une chose malhonnête? L'ami. Non. Ma foi. Socrate. Mais ne sommes-nous pas tombés d'accord il n'y a pas bien longtemps que le gain est contraire de la perte, mal effectif? L'ami. Nous en sommes tombés d'accord. Socrate. Et d'autre part, que ce qui est le contraire d'un mal est un bien? L'ami. Nous l'avons accordé, en effet. Socrate. Alors, tu le vois. Tu entreprends de m'abuser, en disant artificieusement le contraire de ce dont tout à l'heure nous tombâmes d'accord. L'ami. Mais non, par Zeus, c'est au contraire toi qui m'abuses. Je ne sais vraiment pas, Socrate, comment tu t'y prends pour tourner dans la conversation, tout sens dessus-dessous. Socrate. Point de blasphème. Ce serait de ma part une vilaine action de ne pas obéir à un homme aussi bon que sage. L'ami. Qui est-ce? De quoi au juste s'agit-il? Socrate. L'homme est mon concitoyen, et le tien. C'est un fils de Pisistrate, de celui qui appartient au dème Philédès, le plus âgé et le plus sage des enfants de ce Pisistrate, le plus savant aussi. Entre autres beaux témoignages qu'il a en foule produits de son savoir, c'est lui qui, le premier, importa dans ces pays-ci les épopées d'Homère, et il obligea les rhapsodes à les réciter de bout en bout aux Panathénéens, en se succédant les uns aux autres, ainsi qu'ils le font encore aujourd'hui. En outre, il envoya à Anacréon de Théos un navire à 50 rameurs, pour l'amener dans notre ville. D'autre part, l'importance des rémunérations et des présents dont il gratifia Simonide de Chéos décida celui-ci à toujours demeurer auprès de lui. Or, ce qu'il se proposait en agissant ainsi, c'était de faire l'éducation de ses concitoyens, afin d'exercer son autorité sur des gens qui fussent de la meilleure sorte. Se refusant pour son compte à croire, en homme accompli qu'il était, que l'on dut par jalousie refuser le savoir à personne. Après qu'il eut réalisé l'éducation des habitants de la ville, et par sa sagesse provoqué leur admiration, il conçut le dessein d'éduquer à leur tour les gens de la campagne, et fit élever pour eux le long des routes qui relient la ville à chacun des bourgs, des stèles portant un buste d'Hermès, sur lesquelles il fit graver, à titre d'exemple de ce qu'était sa propre sagesse, tant celle dont il était instruit, que celle qui était due à ses découvertes personnelles. Les pensées que son choix avait estimées être les plus sages, et qu'il avait lui-même mises en vers élégiaques. Ce qu'il voulait, c'était, pour commencer, que ses compatriotes ne fussent pas en extase devant les sages maximes gravées au temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Rien de trop. Et les autres maximes du même genre. Mais que les paroles d'Hipparque fussent à leurs yeux plus riches de sagesse. C'était en second lieu que, passant devant ces stèles, dans un sens ou dans l'autre, et lisant ces inscriptions,
ils eussent le goût de la sagesse à lui, et qu'ainsi, en vue de compléter leur instruction, ils prissent l'habitude de quitter périodiquement la campagne pour se mettre à l'école de la ville. D'autre part, l'inscription était double. Sur la paroi gauche de l'Hermès, l'inscription faisait dire à celui-ci qui s'élevait à mi-chemin de la ville et de tel bourg. Sur la paroi de droite, on lisait « Voici un précepte que te lègue Hipparque. Va de l'avant avec des pensées de justice. » De sa composition, il y a encore sur d'autres Hermès beaucoup de belles inscriptions en vers. Celle-ci notamment sur la route de Stéiria, et dans laquelle il dit « Voici un précepte qu'Hipparque te lègue, ne trompe pas un ami. » Toi qui es mon ami, aurais-je donc le front de te tromper, et de n'avoir pas foi en ce grand homme avec les qualités qu'il avait. Après sa mort, les Athéniens furent 3 années durant soumis par son frère Hippias au régime de la tyrannie. Et ces années, tu as pu l'entendre dire à tous nos anciens, furent les seules pendant lesquelles il y eut une tyrannie à Athènes, tandis que dans l'autre période, les Athéniens avaient vécu comme sous le règne de Cronos. Les gens avertis racontent en outre que la cause de sa mort ne fut pas ce que l'on a cru généralement, à savoir l'insulte faite à la sœur d'Harmodios, chargée de porter la corbeille. Sotte version, à la vérité. Voici au contraire ce qui s'est passé. Harmodios était le bien-aimé d'Aristogiton, et il avait été formé par ce dernier. D'avoir ainsi formé un homme, Aristogiton, aussi, concevait en conséquence une grande fierté. De plus, il s'imaginait avoir en Hipparque un compétiteur. Mais dans ce même temps, il advint qu'Harmodios, de son côté, s'éprit d'un des beaux et nobles jeunes garçons de ce temps-là. On dit comment il s'appelait, mais je ne m'en rappelle pas. Or, cet adolescent, qui jusqu'alors admirait la sagesse d'Harmodios, et aussi bien celle d'Aristogiton, n'eut pour eux que dédain, lorsque par la suite il fut entré en relation avec Hipparque. La douleur qu'ils éprouvèrent de cette insulte fut telle qu'ils assassinèrent celui-ci. L'ami. Parole d'honneur, tu m'as bien l'air, Socrate, soit de ne pas me considérer comme ton ami, ou bien, si tu me considères comme ton ami, de ne pas obéir aux préceptes d'Hipparque. Pour mon compte, en effet, l'idée que dans notre entretien tu ne m'abuses pas, de quelle façon, à vrai dire, je n'en sais rien, je ne réussis pas à me la persuader. Socrate. Il n'en est pas moins vrai que, tout comme si je jouais au tric-trac, je suis, pour t'empêcher dans la discussion de te croire trompé par moi, disposé à revenir sur celui que tu voudras des points dont il a été parlé entre nous. Est-ce en fait sur celui-ci qu'il me faut revenir, et dire que les hommes ne désirent pas toutes les choses bonnes? L'ami. Ah non, pas pour moi. Socrate. Celui-ci plutôt. Dire que ce n'est pas un mal d'éprouver une perte, ni la perte elle-même. L'ami. Non, pas pour moi. Socrate. Ou plutôt sur celui-ci, et dire que le gain et le fait de gagner ne sont pas le contraire de la perte et du fait d'éprouver une perte. L'ami. Pas celui-là non plus. Socrate. Est-ce plutôt de dire du fait de gagner que ce n'est pas un bien qui est le contraire de ce mal? L'ami. Non, pas à la vérité tout fait de gagner. Fais-moi le plaisir de revenir sur ce point-ci. Socrate. C'est donc, semble-t-il bien, que, selon toi, dans l'ordre du gain, il y a un certain gain qui est un bien, tandis qu'un autre est un mal. L'ami. C'est ce que je pense. Socrate. Eh bien, voilà un point sur lequel je reviens. Admettons dès lors, en effet, qu'un certain gain est bien et qu'un autre gain est mauvais. Or, à la vérité, de ces deux gains, il n'y en a aucun qui soit gain plus que l'autre, le bon plus que le mauvais. N'est-il pas vrai? L'ami. Que signifie de ta part cette question? Socrate. C'est ce que je vais t'expliquer. La nourriture. N'y en a-t-il pas une qui est bonne et aussi bien une qui est mauvaise? L'ami.
Oui. Socrate. Mais l'une d'elles est-elle plus que l'autre de la nourriture? Ou ne sont-elles pas toutes deux pareillement cela même, des nourritures? Et sous ce rapport au moins, d'être de la nourriture, est-ce qu'entre l'une et l'autre il n'y a pas aucune différence? Tandis qu'il y en a une au contraire sous ce rapport que l'une est bonne et l'autre mauvaise. L'ami. Oui. Socrate. Et pour la boisson aussi, comme pour tout ce qui, parmi les choses existantes, quoique identique en ce qu'il est, est d'autre part exposé à être bon dans un cas, mauvais dans un autre. Et cela sans qu'il y ait aucune différence entre l'un et l'autre sous ce rapport au moins qu'ils sont la même chose. Sans nul doute, il en est ainsi de l'homme. Celui-ci est honnête, celui-là est un gredin. L'ami. Oui. Socrate. Et pourtant, hommes, ils ne le sont aucun des deux, l'un plus ou moins que l'autre. Ni l'honnête homme plus que le gredin, ni le gredin plus que l'honnête homme. L'ami. C'est la vérité ce que tu dis là. Socrate. Mais ne devons-nous pas raisonner aussi de cette façon dans le cas du gain? C'est-à-dire que le gain malhonnête et le gain honnête sont bien pareillement un gain. L'ami. Forcément. Socrate. En conséquence, il ne gagne, celui qui fait le gain honnête, rien de plus que celui qui fait le gain malhonnête. Du moins, aucun de ces deux gains, nous en sommes tombés d'accord, n'est-il en vérité davantage un gain? L'ami. Oui. Socrate. Ni à l'un ni à l'autre de ces gains ne s'attache en effet le plus ni le moins. L'ami. Non, certes, effectivement. Socrate. Dès lors, comment en une telle chose pourrait-on produire une action ou une passion, en plus ou en moins, puisque ni l'un ni l'autre de ces deux termes ne s'attache à la chose dont il s'agit? L'ami. C'est impossible. Socrate. Eh bien, alors, puisque tous deux sont pareillement des gains, et pareillement source de gains, ce qu'il nous faut par suite examiner, c'est la raison pour laquelle tous deux, en eux-mêmes, peuvent bien être appelés par toi des gains. Et qu'est-ce que tu vois dans ce cas d'identique en tous deux? C'est tout comme si, à propos de ce dont nous parlions à l'instant, tu me posais la question de savoir pour quelle raison la nourriture bonne et la nourriture mauvaise, je peux bien toutes deux les appeler des nourritures. C'est, te répondrai-je, parce que toutes deux sont pour le corps un aliment sec. Voilà ce qui m'y détermine. C'est cela, en effet, qui constitue une nourriture. De quoi, je suppose, tu tomberais d'accord avec moi. N'est-il pas vrai? L'ami. Quant à moi, j'en conviens. Socrate. Aussi bien, la façon de répondre serait-elle la même dans le cas de la boisson, à savoir de dire qu'elle est l'aliment humide du corps. Que cet aliment soit bon, qu'il soit mauvais, boisson, c'est là son nom. Et de même pour les autres choses. Et c'est alors, toi, de procéder selon l'exemple ainsi donné par mes réponses. Le gain honnête et le gain malhonnête sont, assures-tu, l'un et l'autre du gain. Qu'aperçois-tu en eux d'identique qui soit justement cela même, c'est-à-dire un gain? Si pourtant tu n'es pas en état à ton tour de me répondre personnellement, examine la chose toutefois tandis que moi je parle. Est-ce que tu donnes le nom de gain à toute acquisition dont on serait devenu acquéreur, soit en n'ayant rien dépensé du tout, soit en recevant davantage quoique ayant dépensé moins? L'ami. À mon sens, en tout cas, c'est là ce qui s'appelle un gain. Socrate. T'exprimes-tu encore semblablement quand, dans un festin, sans rien dépenser et se régalant au contraire, on y attrape une maladie? L'ami. Non, ma foi, par Zeus. Socrate. Et si c'était la bonne santé que l'on dut acquérir du fait de ce festin, cette acquisition serait-elle un gain ou une perte? L'ami. Un gain. Socrate. Par conséquent,
Ce n'est pas un gain d'être acquéreur d'une acquisition quelconque. L'ami. Bien sûr que non. Socrate. Si ce n'est pas un gain, n'est-ce pas dans le cas où c'est un mal? Ou bien est-ce que même dans le cas où l'on acquérera un bien quelconque, l'acquisition n'est-elle pas un gain? L'ami. Évidemment, à condition du moins que ce gain soit bon. Socrate. Mais dans le cas où il est mauvais, ne serait-ce pas pour notre homme l'acquisition d'une perte? L'ami. C'est aussi mon avis. Socrate. Au fait, vois-tu comment tu recommences à tourner en rond pour en revenir au même point? D'un côté, le gain apparaît comme une chose bonne, de l'autre, la perte comme une chose mauvaise. L'ami. Je suis pour ma part en peine de savoir quoi répondre. Socrate. Et ce n'est point à tort que tu es en peine. Réponds encore en effet à la question que voici. Dans le cas où, ayant dépensé moins, on doit recevoir davantage, affirmes-tu que ce soit un gain? L'ami. À coup sûr. N'est-ce pas de recevoir une chose mauvaise que j'entends parler, mais du cas où, ayant dépensé une moindre somme d'or ou d'argent, on en reçoit davantage? Socrate. Et moi, voici la question que je vais te poser. Voyons en effet dans le cas où, ayant dépensé la moitié d'un certain poids d'or, quelqu'un reçoit le double en argent. Est-ce un gain ou une perte que l'on fait? L'ami. Une perte, assurément, Socrate, car en échange de ce dont le poids vaut 12, cela ne lui fait en or que 2 fois la valeur du poids qu'il a dépensé. Socrate. Et pourtant, il est bien vrai qu'il a reçu davantage. Ou bien doit-on dire que le double n'est pas plus que la moitié? L'ami. Non, bien sûr. Au moins à comparer en valeur l'argent à l'or. Socrate. Il faut par conséquent, semble-t-il bien, qu'au gain se joigne cet autre caractère, savoir la valeur. En tout cas, voilà qu'à présent tu nies que l'argent, en quantité plus grande, est la valeur de l'or. Et d'un autre côté, de l'or dont la quantité est moindre, tu affirmes la valeur. L'ami. Absolument. C'est qu'en effet, il en est bien ainsi. Socrate. Il s'ensuit donc que la valeur, indépendamment de la quantité, petite ou aussi bien grande de la chose, est la source du gain, et que le gain est absent de ce qui est sans valeur. L'ami. Oui. Socrate. Or, la valeur, d'après toi, a-t-elle une autre valeur que celle d'être possédée? L'ami. C'est cela, d'être possédé. Socrate. Mais ce qui vaut cette fois d'être possédé, dis-tu que ce soit l'utile ou l'inutile? L'ami. C'est l'utile, sans aucun doute. Socrate. Or, l'utile n'est-il pas un bien? L'ami. Oui. Socrate. Alors, ô vaillant entre tous, est-ce que, sur l'idée que ce qui te donne lieu à un gain est un bien, nous n'en revenons pas derechef à nous mettre d'accord pour la 3e ou la 4e fois? L'ami. Et cela en a bien l'air. Socrate. Or, te souviens-tu quel fut le point de départ de notre discussion? L'ami. Oui, j'imagine. Socrate. En cas qu'il ne soit pas ainsi, je vais te le rappeler. Tu as prétendu contre moi que les gens de bien ne souhaitent pas de gagner tous les gains, mais seulement ceux des gains qui sont honnêtes, et non les gains malhonnêtes. L'ami. Bien sûr, oui. Socrate. Or, à l'heure qu'il est, ne voilà-t-il pas que la discussion nous a forcés à tomber d'accord? Que tous les gains, les petits autant que les grands, sont des biens? L'ami. C'est un fait qu'elle nous y a forcés, bien plutôt qu'elle ne m'a convaincu, moi du moins. Socrate. Mais peut-être par la suite te convaincrait-elle. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait chez toi conviction ou tout autre état d'esprit, à tout le moins tu confesses que, pour nous, tous les gains, les petits tout autant que les grands, sont des biens. L'ami. Effectivement, je l'accorde. Socrate.
Les honnêtes gens, d'autre part. Oui ou non, accordes-tu que tous, ils souhaitent ce qui est bien, tout ce qui l'est? L'ami. Je l'accorde. Socrate. Les gredins, cependant, c'est toi-même qui l'as dit, sont avides de gain, des petits tout autant que des grands. L'ami. Je l'ai dit. Socrate. Ainsi donc, selon tes propres paroles, tous les hommes seront avides de gain, les gens de bien tout autant que les gredins. L'ami. Évidemment. Socrate. Conclusion. Si l'on reproche à quelqu'un d'être avide de gain, on n'est pas bien fondé à lui faire ce reproche, puisque celui qui le fait, précisément, est lui aussi un homme tout pareil.